Dans la nuit des temps, durant le tragique désordre de la création du monde, un continent se détacha et s'en alla à la dérive dans l'immensité des mers du Sud, l'Australie. Il faut 18 siècles de l'ère chrétienne pour qu'enfin le profil encore incertain de ce 5e continent se silhouette sur les planisphères. L'Australie, partagée en 6 États et 2 territoires, est entourée de 3 océans et de 5 mers. La capitale fédérale est Canberra. Cet immense territoire de 3850 km d'ouest en est et de 3200 km du nord au sud est grand comme 14 fois la France, d'où l'impossibilité de le visiter en une seule fois dans sa totalité. C'est pourquoi nous choisirons aujourd'hui de le parcourir sur le côté oriental. Et de cette partie est, encore trop vaste, nous visiterons l'état de Victoria avec Melbourne, l'état de la Nouvelle-Galles du Sud avec Sydney, les territoires du Nord avec Alice Springs au sud et Darwin au nord, enfin le Queensland avec Cairns au nord et Brisbane au sud. Le Queensland, rivage du Pacifique, est bordé par une extraordinaire barrière naturelle de plus de 2000 km de long, la Grande Barrière de Corail, paradis des sports nautiques, de la pêche et des vacances, avec entre autres Surfers Paradise, un des hauts lieux attractifs de l'Australie. Les passagers des grands avions survolant le continent voient des heures durant des étendues plates et ternes, un vieux tapis râpé, ici et là taché de vert sombre, d'une flaque de sang séché ou du scintillement de mica d'un lac pétrifié. Les cours d'eau surgissent, se tordent, s'éparpillent et s'interrompent, taris, puis par une terre aride. Partout le désert. Il est rouge, sous un ciel implacable, brassé par le vent qui le ride, le laboure, roule les dunes comme des vagues, enterre et déterre des pierres rongées, polies ou émétiers de sécheresse. La chaleur foudroie les oiseaux en plein vol. La végétation, morte de soif, durcit, se noue, devient épineuse. L'herbe est si rêche que même la langue coriace des moutons s'y écorche. Un paysage immense, vide, vaste savane et marée asséchée. 1 346 000 km² de rien, où vit moins d'habitants que dans un quartier résidentiel de Sydney, insuffisant pour constituer un État à part entière. Ces territoires du Nord, longtemps ignorés, terre ingrate, hostile, stérile, d'une latérite poudreuse, ont longtemps découragé les plus téméraires des explorateurs. Ce gros caillou reposant au milieu du désert est le plus grand monolithe du monde. Semblable à un éléphant au milieu de la plaine fauve, il déchaîne les orages qui le font ruisseler en cascade, le purinent et maintiennent à ses pieds un anneau de verdure. C'est Ayers Rock, découvert le 19 juillet 1873. 9 km de tour et 335 mètres de haut. On hésite sur son âge, entre 400 et 700 millions d'années. L'érosion des temps a pulvérisé les terres meubles et fait émerger ce gros animal endormi, un bloc de grès, curieusement strié verticalement.
Ces petits melons qui bordent couramment les pistes du Centre Rouge sont appelés badimelons. Ils renferment une eau amère qui est la providence des troupeaux et des nomades en période de grande sécheresse. Iron Rocks inspire un sentiment écrasant à la limite de l'angoisse, de par sa masse et son isolement superbe. Spectacle inoubliable au coucher du soleil, lorsque la lumière le caresse doucement, l'embrase et le fait flamboyer avant de l'éteindre lentement tandis que s'allume une à une des étoiles dans le ciel obscurci. Nombreux sont les touristes qui viennent assister à ce spectacle grandiose, ne serait-ce qu'entre deux avions. Autre grand site de ces territoires du Nord, à une trentaine de kilomètres seulement d'Ayer Rock, les monts Olga. Il s'agit d'un énorme éboulis de roches érodées, formant un alignement d'une trentaine de coupoles arrondies qui se chevauchent, se bousculent, s'effondrent en failles profondes, se creusent de cavernes, renfermant de secrets labyrinthes. C'est la statue figée, dorée, chaude de la déesse Terre. Comme un corps vivant, elle a des recoins secrets, veloutés d'herbes vertes et de mousse, des duvets de graminées d'argent, des sueurs et des larmes au long de ses flancs abrupts. Les monts Olga, rouges à midi, améthystes le soir, festonnent l'horizon de leur rondeur trapue. C'est dans des recoins cachés de ces deux grands monstres du désert rouge que l'on peut découvrir les quelques peintures ou gravures rupestres des aborigènes primitifs qui hantent encore de nos jours en plein XXe siècle et comme à l'état sauvage, ces endroits sacrés où se pratiquaient certaines initiations cruelles et où venaient aussi les femmes pour y demander fécondité. Dans d'énormes camions rutilants, traînant 2 voire 3 remorques sur plusieurs dizaines de mètres, un choc entre 2 époques, 2 civilisations. Tandis que nous découvrons sur ces images les paysages sévères de Kings Canyon, toujours dans le centre rouge, parois verticales de plus de 200 mètres de haut, d'un rouge ardent, décor impressionnant, rocailleux, hostile, il faut savoir apprécier ce dénuement grandiose, cette savane d'herbes sèches. Ce territoire est à aimer, avec la passion qu'inspirent certaines beautés, dont les lignes pures et le teint peuvent dédaigner parures et artifices. C'est un des derniers endroits du monde encore vierge et sauvage. D'ailleurs, c'est là que se sont repliés, à mesure que se resserrait l'étau des temps modernes, une grande partie des aborigènes, les vrais habitants de l'Australie, depuis la nuit des temps, très attachés à leur tradition tribale. Et c'est encore là que certains survivent, soi-disant intégrés par une politique d'assimilation déficiente, souvent malade, assistés, déracinés, vulnérables aux maux d'une civilisation qui leur est à jamais étrangère. Les autres ont choisi de survivre dans un environnement quasi invivable pour l'homme blanc, les réserves. Sans aucun doute donc, ces territoires du Nord sont à eux seuls
le plus intéressant terrain d'aventure de l'Australie. Pourtant, la brousse, elle, si elle paraît déserte, morte, grouille d'une vie presque invisible. Des millions d'insectes, des mouches têtues, des moustiques, des fourmis énormes et innombrables, 1500 espèces d'araignées. Sur cette arche de Noé, la faune a dû, elle aussi, croître et se multiplier avec les moyens du bord. Certaines espèces hésitent beaucoup au fur et à mesure de sa métamorphose successive. Les oiseaux se multiplient à l'infini. Des perruches par milliers que le ciel en est parfois obscurci. De cacatoès en robe blanche traitée de pourpre. Le casoar, coiffé de sa huppe guillerette, et que Dieu s'est amusé à faire sans elle. Le meloche, espèce de lézard caméléon, à côte de maille, l'échine épineuse comme une feuille d'agane, et qui se confond avec l'uniformité brûlée du désert. Et, bien sûr, le célèbre kangourou, dont il existe une dizaine de variétés, du plus petit kangourou rat au gros kangourou rouge comme celui-ci, se déplaçant en bond prodigieux à près de 40 km/h pour se perdre dans la brousse infinie. D'autres animaux ont été importés en Australie. L'escargot, le lapin, le buffle, l'âne, quelquefois avec des conséquences plus ou moins catastrophiques. Importé d'Afghanistan lors de la colonisation, le dromadaire, lui, grâce à son endurance et à sa sobriété, a rendu d'inestimables services dans l'exploration du continent inconnu et pour le transport du matériel lors de sa mise en valeur. Détrôné par le chemin de fer et la route, le chameau a maintenant retrouvé sa liberté dans l'immense brousse qui lui convient parfaitement. On en dénombre environ 20 000 à l'état sauvage dans les contrées les plus reculées. Ils vivent par troupeaux entiers. Nous allons suivre en ce matin d'octobre une capture de chameaux sauvages destinée à être exportée, juste retour des choses, à des princes arabes qui viennent chercher ici les spécimens les plus parfaits d'une race ailleurs interdite.
troupe de chameaux est pistée par un rabatteur en moto. Les bêtes sont poursuivies en jeep tout-terrain jusqu'à épuisement, cernées, bousculées. Il ne reste plus alors qu'à leur passer la corde au cou, véritable rodéo de la dernière chance. Puis, conduits à un arbre suffisamment résistant pour les y attacher, les chameaux attendront parfois plusieurs jours avant d'être ramassés par le camion qui le conduira aux acheteurs. Toujours dans les territoires du Nord, beaucoup plus au nord, dans la région tropicale de Darwin, s'étend une vaste zone désertique d'une végétation présente mais clairsemée, le Top End, l'extrémité extrême de l'Australie. La région de Kakadu est d'un accès difficile, voire impossible. C'est une région de jungle escarpée dominée par le plateau déchiqueté d'Arnhem, abritant une faune et une flore extrêmement variées. Un véhicule tout-terrain est indispensable et il ne faut pas craindre maintes risques comme de se perdre, de s'ensabler ou de passer la nuit sous des branchages bruissants d'oiseaux ou de renards volants accrochés aux branches comme des fruits velus. Le campement est de rigueur, dressé autour du traditionnel feu de bois où demeure en permanence la gamelle d'eau chaude et douteuse pour le café. Là, on peut rencontrer ces adorables petits oursons typiques à l'Australie que sont les koalas, somnolents et paresseux, et qui ne se nourrissent que des feuilles d'une seule espèce d'acacia. Avec le centre rouge, cette région du Nord possède une multitude de points d'eau, petites oasis de fraîcheur au milieu de la lourdeur du climat.
fado, perdu, que fut durant des siècles et des siècles l'Australie, il y avait des espèces vivantes, condamnées à un total isolement, car elles étaient si éloignées des autres terres qu'aucune graine ne pouvait être apportée aussi loin par le vent ou l'aile d'un oiseau. La faune, comme la flore, s'adaptèrent alors à leur environnement, parvenant à maintenir une existence parfois précaire, mais tenace. S'étendant entre South Alligator River et Port Roper River, cette région est une réserve aborigène due à l'existence d'un gisement d'uranium. Même mine inépuisable de richesses naturelles, la région de Kakadu renferme une quantité d'oiseaux éparpillés au bord de lagunes bleues ou rouges, aux rives souvent marécageuses, hostiles et peu fréquentables. Les oiseaux sont nombreux. Ils ne peuvent pas prendre le large et se multiplient à l'infini, en variations multicolores, très conscients de leur rôle d'entremetteurs.
Il n'y a pas que les oiseaux qui hantent ces rives. Le crocodile, par exemple. « 360 sortes de reptiles. Le varan, dont certains peut atteindre 2,50 m de long. Le buffle. Les termitières, dressant leur gigantesque forteresse. Seul parfois
l'homme à pied, à la force de ses bras, en marchant, escaladant ou nageant, peut atteindre les endroits bien souvent inaccessibles de ce bout du monde, terre inhospitalière que bien peu de monde, heureusement, a foulée. Par exemple, ce petit coin de paradis baptisé Twin Falls n'est accessible qu'à la nage. Il y en a sans doute quantité d'autres sur ce continent qui reste et restera encore longtemps à découvrir. À l'extrême nord de l'Australie, il faudra traverser une jungle de plus en plus touffue, de plus en plus dense et de plus en plus humide sous le climat tropical pour rejoindre la côte du Pacifique dans le Nord Queensland. C'est l'adieu au milieu hostile, dur, sévère. L'ancien train des mines de Kuranda redescend sur le littoral, traversant gaillardement tunnels et viaducs vers Cairns, capitale du sucre. Là, le climat tropical devient océanique et l'atmosphère digne des délicieuses îles du Pacifique, colorées et nonchalantes, aux effluves de fleurs multicolores.
Ainsi qu'une prairie au printemps sous la brume, la mer s'épanouit en pétales d'écume. Et, papillons géants qui tournent et se penchent, les mouettes dans leur vol effleurent ces fleurs blanches. À l'horizon fume le soleil rouge, pareil à quelques tas broussailleux d'herbes rousses, qui finit de brûler sous l'ombre à petites secousses. Là-bas aussi, par où le ciel vient se confondre, dans la nuance de l'eau, les mâts des bateaux ont l'air de faner sur les roches le foin des nuages qui s'effilochent. Protégée de la violence du Pacifique par cet immense récif naturel qu'est la Grande Barrière de Corail, la côte orientale de l'Australie est une merveille de la nature. Des kilomètres de sable doré, une eau limpide, domaine d'une multitude de poissons exotiques qui font la joie des plongeurs en même temps que le corail multicolore. Une vocation touristique internationale. La Grande Barrière de Corail est la 8e merveille du monde, dit-on. Le Rif ne forme pas une muraille continue, mais est composé d'un assemblage complexe de récifs, d'atolls, d'îlots, qui séparent des chevaux d'eau plus ou moins profonde. La Grande Barrière de Corail est aussi une véritable arche de Noé pour des centaines d'espèces d'oiseaux et surtout de poissons et de coquillages, véritable refuge et source de nourriture intarissable, d'où une vie intense sous-marine, un indéniable spectacle haut en couleur, un palais plein d'élégance.
La mer a été apprivoisée, les vagues ont été domptées, les plages ont été équipées. Les cités balnéaires ont poussé comme des champignons partout où ils pouvaient se faire de l'argent. Des complexes touristiques de grand standing se sont installés sur la moindre île de la barrière de corail, sur la moindre plage de sable fin. La civilisation a pris le pas sur la nature. L'homme a façonné à sa manière ce que Dieu avait mis à sa disposition. Maintenant, on vient des quatre coins de l'Australie et du Japon et de l'Amérique pour profiter de cette gigantesque opération touristique. Tout y est aseptisé, rutilant, luxueux, onéreux. Il y a du monde, de l'animation, de l'argent, et c'est nouveau, à la mode. Surfers Paradise est sans aucun doute la plus grande unité de ce royaume béni de la mer et du soleil. Un véritable Miami, en mieux, en plus jeune, en plus propre. Ici, vous pouvez bronzer en toute tranquillité, sans danger. Il y a un pulvérisateur public d'huile solaire sur la plage. Une mouette n'annonce pas forcément la mer. Oh, elle n'est pas loin. Une dizaine de kilomètres tout au plus. Mais malgré cela, Melbourne est une cité tournée vers la terre. Ce sont des colons libres venus de Tasmanie, territoire insulaire plus au sud, qui ont fondé l'État de Victoria, dont Melbourne est devenue la capitale. Melbourne qui enleva à Sydney en 1901 le titre de métropole de l'Australie. Melbourne qui, à elle seule, absorba entre 1947 et 1966 43% de l'immigration australienne. Ce n'est pas par hasard que Melbourne est la troisième cité grecque au monde après Athènes et Salonique. Avec quelques 3 millions d'habitants, Melbourne est la capitale financière, agricole et intellectuelle de ce continent immense et puissant. Qualifiée bien souvent de puribonde, de snob, d'orgueilleuse, de mercantile et de bourgeoise cossue, après avoir tondu ses moutons et ramassé l'or à la pelle, Melbourne s'est installée dans ses meubles, bien à l'aise, sur les rives d'un médiocre fleuve, le Yarra, qui serpente paresseusement à travers buildings et jardins. Longtemps oublié, Melbourne sortit de son incognito à l'occasion des Jeux Olympiques de 1956 qu'elle accueillit en son sein. Comme à San Francisco, l'un de ses attraits, ce sont ses tramways, insolites, nombreux, plus ou moins rapides et souvent brinque-ballants, qui sillonnent les artères de la ville. Des tramways multicolores qu'on s'amuse à travestir en rouge fluorescent, en rose bonbon, en parterre de fleurs ou qu'on couvre de dessins d'enfants et qui traversent un bric-à-brac invraisemblable d'architecture de tout style, heureusement embelli par multitude d'espaces verts, de massifs de fleurs et de pelouses moquettes, si bien que Melbourne a droit également au titre cher aux Anglais de Garden City, ville-jardin.
jeta l'ancre en 1770 dans la baie où naîtrait plus tard Sydney. Durant longtemps, Sydney ne fut qu'une colonie de bagarres venus d'Angleterre et de leur garde. Le quartier des Rocs domine la nouvelle ville et conserve encore son cachet typique avec ses petites maisons basses colorées construites à flanc de la colline où s'élevait la prison des forçats avec ses barrières vertes et ses bouquets de plantes rocailleuses. Bien sûr, ce délicieux quartier bohème est largement protégé par les autorités pour le préserver de l'invasion des buildings de verre et d'alu qui surgissent au-dessus des toits de zinc multicolores, écrasant le passé pour un futur plein de promesses, d'opulence, mais au stade des pays neufs et ambitieux. Plaque tournante de toute l'Australie et du monde entier, Sydney est une métropole au prestige incontestable. Sans doute vit-elle, comme toutes ses concurrentes australiennes, dans un contexte bâtard, un curieux style mi-anglais traditionnaliste rétrograde, mi-américain fonctionnel et anonyme d'avant-garde. 3 200 000 habitants. Un Australien sur 4 habite à Sydney. D'abord, la City, artères étroites en canyon profond entre les hauts buildings. Elle fourmille d'une vie intense, mais on n'y trouve pas la fièvre, ni le halètement affairé des grandes métropoles cosmopolites. On y prend son temps. Le gigantesque n'y est pas écrasant. C'est le cœur battant d'une cité de l'an 2000 qui ignore encore ses propres limites et dont la notoriété et la prospérité sont dues à l'origine à la magnifique baie naturelle, vaste estuaire de 2 rivières baignant 240 km de rivage avant d'atteindre le Pacifique. Une baie abritée, nourricière, profonde, où la ville a toujours puisé sa richesse, sa vigueur et ses joies quotidiennes. À Sydney comme ailleurs, on est frappé par l'importante surface qu'occupent les espaces verts. 25 hectares, dû en partie, au temps des premiers pionniers, à la nécessité de faire pousser des légumes. Autant d'oasis fraîches en toute saison, à la laine tantôt verte, tantôt musquée, salée par la mer omniprésente. Une ville à la campagne, succession de pelouses vertes, de massifs de fleurs, de bouquets d'arbres aux essences diverses, de jagissements de fougères et de palmiers, de rocailles hérissées de cactus et de plantes grasses, quiétude des jardins, aux portes de la City, au pied des gratte-ciel. À 5 heures du soir, les bureaux ferment leurs portes. Alors, Sydney se vide aux 3/4. Autocars, métro, ferryboat ramènent les employés vers leur banlieue, où les attendent les pelouses à tondre, le bateau à mettre à l'eau, la plage, la planche à voile, le pub où la parcourse s'écarte au passage des ferries et danse à la crête des vagues parmi de grands vols de mouettes. C'est un des grands moments des Sydneysiders et des Australiens en général, jamais démenti grâce à l'application de la loi des 3-8, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs. Somme toute, le seul monument de la ville, le plus important monument de l'Australie, mais aussi l'édifice le plus cher du monde, l'Opéra de Sydney, est une merveille d'audace, de grâce et d'originalité. Œuvre d'un Danois, Joern Utzon,
Cet opéra sans mur et tout en toit forme un ensemble à la fois fantastique dans son aspect et fonctionnel dans ses structures. Ces coquilles de céramique se recouvrent et semblent naître l'une de l'autre. Elles abritent une salle de concert de 2690 places, une salle d'opéra de 1547 places, une salle de théâtre de 544 places, une salle de musique de 419 places et des salles d'exposition, de réception, des studios, des restaurants et des loges d'artistes. Par l'essor qui le porte comme un beau voilier prenant la mer, par l'accord qui l'unit parfaitement au paysage à la fois maritime et urbain, l'opéra de Sydney, malgré la hardiesse de son style déconcertant, est parfaitement intégré au cadre de la ville et de son port. Le Harbour Bridge date de 1932. Il permet de franchir rapidement l'estuaire. C'est le deuxième pont suspendu du monde, après celui de San Francisco, à côté duquel il déplore de ne pas avoir sa légèreté et son élégance aérienne. Le Harbour Bridge est surnommé le porte-manteau à cause de sa lourdeur due à la présence d'énormes pylônes inutiles. Mais il rend les plus grands services en ouvrant la voie à la route et au rail, au nord Sydney et vers le Queensland. Entraîné par une vie frugale et souvent rude, épris de force et de courage individuel autant qu'inspiré par l'esprit d'équipe, l'Australien est un sportif né, un champion par nature. Son palmarès est brillant, tennis, cricket, golf, football, etc., etc. Black Betty had a child. Bam-a-lam, the damn thing gone wild. Bam-a-lam said a word, not a mine. Bam-a-lam, the damn thing gone blind. Bam-a-lam said, oh, Black Betty. Bam-a-lam, whoa. Dans les citadelles de béton, de verre et de métal, les machines ont fini de crépiter. Les chiffres ont arrêté de s'aligner.
les échos du monde de l'argent et des affaires se sont tus. Les hommes ont quitté leur complet cravate, abandonnant leur prudente lenteur calculée qui masquait compétence, dynamisme et efficacité. La ville a fait craquer son corset d'activité professionnelle et toutes les classes mêlées communient à la grande fête des loisirs et du plein air. L'Australien vit bien, la fourchette des revenus est réduite, égalisée par le haut, pratiquement poids de prolétariat, une uniformité dérangeante et souvent lassante. Le quotidien est stimulant, cordial, détendu, la foule est amicale. On se promène à sa guise, en short, en salopette ou en maillot de bain. On ne s'étonne pas. Il y a un certain parfum de liberté. La vie collective est très largement pratiquée et l'individualisme respecté. Chacun appartient à un club, tradition hautement britannique, et chacun y applique le règlement. Chaque agglomération australienne dispose, même dans les coins les plus reculés, d'un terrain de golf, de football et de cricket, d'un cours de tennis et d'une piscine. Le sport est un véritable phénomène de société qui fait des jeunes Australiens et des jeunes Australiennes des êtres superbes, grands, musclés, bronzés, sains, bien dans leur peau, aptes à bien vivre dans leur Australie, qui, comme Cendrillon, dédaigné, inconnu, mal aimé, se découvre soudain riche et enviable, de quoi faire accourir maintes prétendants, les mains chargées de dollars à investir. L'une des grandes richesses de l'Australie est sans aucun doute cette insularité qui la protège du reste du monde. Les océans qui la baignent sur tout son contour et lui offrent sa personnalité. La mer, omniprésente, celle pour laquelle les jeunes Australiens, abandonnant depuis quelques années les sports de compétition, se consacrent à un sport qui est presque devenu une religion pour ses adeptes, le surf. Images sur lesquelles nous quitterons cette Australie d'aujourd'hui, ce monde tout nouveau qui doit être vécu avant d'être expliqué.
Les séquences de ce film ont été tournées grâce au Breakaway Safari dans le Centre Rouge autour d'Alice Springs en compagnie de Ian Conway. Grâce à Wildlife Safari Tour dans le Top End autour de Darwin's en compagnie de Ted que vous voyez ici au fourneau. Grâce à la compagnie d'autocar Greyhound pour le Queensland de Cairns à Brisbane. Et enfin, vu l'immensité des régions traversées, les vols intérieurs ont été assurés par la compagnie aérienne Trans Australia Airlines.